Jean fait partie de ces fondateurs de l'anthropologie sémiotique, avec Victor Rosenthal et Yves-Marie Visetti. Et pour moi, ça a été une rencontre vraiment déterminante sur mon parcours en anthropologie. Je dirais qu'il y a un avant et un après la rencontre avec ce texte fondateur qui était la phylogénèse du langage, qui était paru dans l'Homme en 2009, si je ne m'abuse, et qui est un article vraiment important, enfin, de mon point de vue, en termes de programmation scientifique pour l'anthropologie et la sémiotique. Et je dois dire que ça a été un passage pour moi, c'est-à-dire avant-après. Et puis à partir de là, j'ai mis un certain nombre d'années à essayer de comprendre toute la portée de ce que ces mousquetaires essayaient de poser intellectuellement. Je persiste à penser que c'est, de mon point de vue, ce qui permet de dépasser et les apories du structuralisme et la question de l'articulation de l'anthropologie aux neurosciences, mais pas sur une version sperбerienne de type épidémiologie des représentations, mais sur une véritable anthropologie du sens, anthropologie sémiotique, et dans une pluridisciplinarité avec les trois dimensions, à la fois épistémologique, philosophique, linguistique et psycho, tout à fait passionnantes. Ils amènent des concepts, à mon avis, qui sont indispensables pour continuer à penser l'anthropologie. Et c'est quand même pour nous, pour l'anthropologie clinique, le socle avec l'anthropopsychiatrie dont nous parlera Jean-Louis Feiss la semaine prochaine. Ce sont les deux socles sur lesquels on a, avec Nicolas Duru, bâti cette anthropologie clinique. Donc, je suis vraiment ravi que Jean puisse nous en parler de façon détaillée et qu'il nous donne envie de continuer à approfondir et à poser des bases pour la suite. Jean, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Écoutons. Merci beaucoup. Donc, effectivement, comme les mousquetaires qui étaient 3 et puis 4, en fait, celui que tu n'as pas cité, c'est David Piotrowski, donc qui est plus sur le versant linguistique des choses. Mais effectivement, on a été un petit groupe qui s'est réuni autour d'un séminaire qui s'appelle Forme symbolique depuis maintenant 20 ans, puisqu'on l'a commencé en 2002. Et on a donc essayé de monter une espèce de programme qui serait un peu alternatif à une anthropologie de facture un peu cognitiviste, dont l'une des figures de proue est Sperber, effectivement. Et on a écrit pas mal d'articles les uns avec les autres, mais surtout l'article que tu citais, effectivement, qui pour nous aussi est je pense, pour tous les 3, Victor, Yves-Marie et moi, est un article important, qu'on avait eu beaucoup de temps à publier parce qu'on nous l'a refusé un certain nombre de fois dans un certain nombre de revues, ce qui était intéressant en soi. Et puis, ça a fini par sortir dans l'Homme et on était évidemment très contents de ça. Donc, s'il y avait un article à lire, ce serait certainement celui-là. Je peux vous en envoyer une version en PDF si vous voulez. Alors, pour aller un tout petit peu dans la présentation, moi, je suis le philosophe de ce groupe, puisque les autres sont soit chercheurs, mathématiciens linguistes dans le cas d'Yves-Marie, soit psychologues linguistes dans le cas de Victor, soit mathématicien linguiste dans le cas de David. Donc je suis le seul qui soit vraiment philosophe pur sucre. Et évidemment, ça fait que j'envisage les choses d'une façon un peu particulière. Notre idée étant toujours que notre travail pourrait donner lieu à des modélisations, parce qu'il y a chez nous, il y a des modélisateurs, des mathématiciens, donc voilà, ça pourrait donner lieu à des modélisations. En même temps, ces modélisations, on ne les a jamais vraiment faites, il faut bien dire, et donc on a jusqu'à présent plutôt fait une espèce de cadre théorique. Voilà, alors je vais essayer de partager mon écran. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Alors, l'animateur va régler ce problème. Oui, je crois que c'est pas difficile. Est-ce que c'est maintenant? Alors, je regarde. Attends. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, je vais le mettre en plein écran si j'y arrive. Oups. Yes. Voilà.
Vous le voyez là, c'est bien? Parfait. Ok. Alors, donc, je me suis dit que le plus simple, c'est vraiment de prendre un intitulé de base, mais évidemment, j'ai dans l'esprit que vous êtes plutôt des cliniciens, et donc il va falloir réussir à articuler ce que je dis avec votre propre cadre théorique et votre pratique aussi. Évidemment, ça, moi, je ne suis pas capable de le faire, donc il va falloir qu'on discute. La seule personne avec qui je l'ai fait pendant un certain nombre d'années, c'est évidemment Serge, hein, puisque on a travaillé ensemble sur sa thèse. Mais je pense que tout ça bouge beaucoup et que donc bon, il est vraiment important que on essaye de faire en sorte que cette séance vous soit utile à vous, hein, dans le cadre de la clinique. Alors, pour commencer les choses, je dirais que je voudrais essayer de réfléchir avec vous à le syntagme que je donne, anthropologie sémiotique. Bon, il y a à la fois anthropologie et sémiotique, donc anthropologie, on sait un peu ce que c'est, sémiotique, on sait aussi ce que c'est. Pourquoi a-t-on a-t-on ressenti cette nécessité de parler d'anthropologie sémiotique et quelle est sa spécificité? Bon. Alors pour ça, je voudrais commencer par parler un tout petit peu d'anthropologie pour mieux cerner où se situe notre propre angle d'attaque. Alors, ce qui est très frappant d'abord en anthropologie, je dirais son principe même, hein, c'est le fait que les conduites humaines ont un sens, même s'il n'est pas apparent. Donc, d'un certain côté, on peut se dire, bon, bah, si les conduites humaines ont un sens, on est déjà dans la sémiotique, et l'anthropologie sémiotique, c'est très redondant. Bon, alors on va essayer de voir en quoi ça l'est pas, mais je pars d'abord de quelque chose d'un peu général sur l'anthropologie pour bien cerner mon propos. Donc évidemment, le but de l'anthropologie, c'est bien de réussir à décrire en quoi les conduites humaines font sens. Et j'ajoute quand même à partir d'un point de vue très spécifique, hein, puisqu'il s'agit toujours d'associer ce sens à des pratiques et des pratiques collectives. Et ces pratiques, on commence par les observer, les étudier avant de les juger. Donc ça aussi, ça paraît très important. Bon, pour des cliniciens, ça paraît sans doute très évident qu'on commence par avoir une écoute des patients avant de porter un jugement moral sur leur conduite. Évidemment, théoriquement, c'est assez facile à dire. Concrètement, c'est un peu plus compliqué. Et je vais vous donner un exemple tout de suite. Alors, l'anthropologie, d'abord, c'est un domaine relativement nouveau, puisque c'est une discipline qui naît au cours du XIXe siècle autour de certains objets privilégiés, et tout d'abord la parenté. Alors ça, c'est quelque chose, à mon avis, très important et qui peut évidemment intéresser des cliniciens comme vous. C'est vraiment sur des questions de euh, euh, quels sont les partenaires permis, interdits, suggérés selon les sociétés qui fait le fond de la démarche anthropologique au XIXe siècle. C'est quelque chose de très important qui a été commencé par Morgan, qui a envoyé des émissaires partout à travers le monde pour récolter un petit peu des renseignements sur la façon dont les sociétés humaines pratiquaient la parenté, puisque ces formes de parenté sont extrêmement diverses. Bon, alors il y a eu d'autres objets qui sont qui ont plus ou moins disparu. Je pense en particulier au totémisme qui a connu des éclipses, bon, en particulier au moment du structuralisme avec Lévi-Strauss, puisque le totémisme n'avait pas vraiment bonne presse. Chez lui, il pensait que c'était une espèce de mot valise qui recoupait beaucoup de pratiques étudiées par les anthropologues. Bon, enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, hein. Parenté, totémisme, rituel, mythologie, je pense évidemment aux mythologies du même Lévi-Strauss, hein, qui font vraiment le cœur de cette discipline. Et évidemment, c'est toujours la question du sens qui est au cœur de cette question. Donc, donc anthropologie sémiotique paraît un peu redondant,
puisqu'elle n'arrête pas de s'occuper du sens. Donc il y a un problème rien qu'avec l'intitulé, en quelque sorte, de cette sous-catégorie de l'anthropologie. Alors, je vais essayer de me justifier, évidemment. Et je commence par un exemple. Dans cette première partie, donc, anthropologie et anthropologie sémiotique. L'exemple que vous connaissez bien, évidemment, c'est ce texte des essais de Montaigne, des cannibales. Donc, je peux le lire rapidement avec vous. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il tient éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir d'eux-mêmes. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Je ne suis pas Marie que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourments et gênes un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons vu non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pis est, sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et manger après qu'il est trépassé. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Bon, ça, je trouve que c'est un texte absolument formidable de ce point de vue-là, qui dit beaucoup de choses sur le projet anthropologique et je ne sais pas si vous savez que Lévi-Strauss en particulier était un grand lecteur de Montaigne et les grandes découvertes, en particulier les grandes découvertes de l'Amérique et de l'Amérique du Sud, ont beaucoup fait pour avoir cette espèce de regard éloigné qui fait qu'on devient capable de faire des différences entre différentes sociétés. Alors, ce n'est pas nouveau, parce qu'on trouve déjà chez Hérodote. Hérodote disait qu'il y a un certain nombre de peuples non grecs qui mangent leurs morts, et trouvait ça absolument affreux. Bon. Ce qui était plus intéressant ici, à mon sens, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, c'est qu'il le met en perspective avec les guerres de religion qui étaient actuelles de son temps, bon, donc avec une horreur tout aussi grande, voilà. Mais aussi, je crois que c'est important, il n'y a pas chez lui de relativisme. Et ça me paraît être aussi quelque chose de tout à fait important, c'est-à-dire que le mouvement de l'anthropologie en tant que connaissance, c'est bien un mouvement réflexif, puisqu'on ne se limite pas à son propre modèle de société. Mais ça ne veut pas dire que toutes les sociétés se valent. Et donc, il faut réussir à comprendre comment on peut à la fois ne pas juger, étudier les pratiques, trouver leur sens, et aussi garder une certaine forme éthique, puisque, bon, dans le cas de Montaigne, il estime que torturer les gens avant de les manger, c'est peut-être moins bien que de les tuer quand ils sont morts. Donc il y a aussi quand même la possibilité d'une gradation dans ce qu'il faut bien rapporter à l'humanité. Et ça m'amène finalement aux deux grandes solutions qui ont été pratiquées à propos de ce relativisme, pour essayer de s'en sortir. On dit soit qu'il y a des invariants dans l'humanité, quelles que soient les cultures. Bon, donc il faut en quelque sorte enlever la culture pour réussir à trouver le cœur de l'humanité. Bon, c'est une attitude parmi d'autres. L'autre étant justement que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut concevoir les différences culturelles. Les différences culturelles, elles existent, et ce n'est qu'en les traversant que l'on se fait une certaine idée de l'humanité. Donc, de ce point de vue-là, l'humanité devient plutôt problématique, elle n'est pas d'emblée donnée. L'exemple que je donne là, c'est le rapport langue au pluriel, langage au singulier. Personne ne parle le langage, chaque individu parle une langue. Bon, voilà. Mais en même temps, de façon indirecte, on a une idée du langage à travers les langues. C'est un peu comme ça que je conçois les choses dans le cas de cette deuxième solution au problème du relativisme, c'est qu'effectivement,
ces différences culturelles, il ne faut pas les laisser de côté pour mettre au jour une espèce de fond commun, d'horizon commun de l'humanité. C'est au contraire en les prenant en compte que l'on arrive à dégager de façon un peu problématique un concept d'humanité. Alors maintenant, qu'en est-il du sens en anthropologie, puisque finalement on ne parle que de ça. Je pense que la question du sens fait l'objet de très profonds débats, parce que tout le monde ne s'accorde pas sur la nature de ce que c'est qu'un signe. Alors ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé au cours de ma vie, en fait. Hein. Je vais donner des exemples, vous allez comprendre pourquoi je fais cette espèce de petit aparté biographique. L'idée, c'est que généralement, on cherche à réduire le sens à autre chose que lui-même. Hein, c'est-à-dire que le sens s'explique par des circonstances qui sont extérieures au sens, qu'elles soient d'ordre social, économique, écologique, etc. Alors pour les plus vieux d'entre nous qui avons grandi dans un univers encore marxiste, c'était très clair finalement que les pratiques culturelles, les expressions culturelles étaient finalement l'expression de quelque chose de plus profond qui renvoyait au rapport de production, qui eux-mêmes étaient invisibles. Et donc finalement, cette idée du sens, elle était bien rapportée à autre chose qu'à elle. Alors, l'exemple sur lequel, je ne vais pas travailler sur la théorie marxiste là, mais je vais vous donner un exemple dans un instant, qui est celui de Leroi-Gourhan, parce que bon, c'est un anthropologue et ce sera plus directement dans mes cordes. Donc, c'est toujours sur la nature des signes qu'on bute, parce que une fois qu'on se place à l'extérieur des signes, en renvoyant à une structure sociale, économique ou écologique, ça devient très très difficile de rendre compte de l'apparition des signes. Et en particulier, cette jeunesse des signes, elle est toujours conçue sur le mode de l'origine. Et il y a évidemment toutes sortes de paradoxes autour de l'origine qui est immédiatement mythifiée. Je veux dire par là, par exemple, si vous vous rappelez du discours sur l'inégalité de Rousseau, qui est aussi un grand texte anthropologique de la tradition, lui-même fait remarquer qu'il n'arrive pas à concevoir comment des signes ont pu apparaître, puisque des signes repose sur une convention, et cette convention exige, pour qu'elle puisse être passée, que le langage existe déjà. Donc il y a toutes sortes de paradoxes qui entrent en jeu et qui font que cette idée de signe est habituellement justifiée par des récits mythologiques, ou plus ou moins mythologiques. Lévi-Strauss les appelait des Robinsonades, parce que, ben oui, précisément, elles sont purement imaginaires, en fait. C'est-à-dire qu'on imagine une espèce de premier état de la société, et c'est à partir de là donc, que les signes seraient institués. Bon, nous, on ne pense pas du tout comme ça. Dans le cadre de l'anthropologie sémiotique, on pense qu'il faut réussir à rendre compte de la jeunesse des signes, mais pas sur le mode de l'origine, évidemment. Alors, je vous donne un exemple, qui est un exemple peut-être qui va vous surprendre. Bon, vous connaissez sûrement la théorie paléo-anthropologique de Leroi-Gourhan, surtout pour nous en France. C'est quand même un très grand monsieur. Bon. Mais je vais faire quelques remarques sur son modèle d'émergence des signes pour préciser un petit peu ma pensée. Alors, le modèle de Leroi-Gourhan donc, dérive d'abord d'une réflexion philosophique plus générale sur la spécificité du geste technique comme prolongement du corps propre. Alors ça, c'est une vieille idée de la philosophie de la technique qui remonte au moins à un siècle, puisqu'on la trouve déjà dans ce livre de Ernst Kapp, là, dont vous voyez la citation. Les parties de la main, sa paume, son pouce et ses doigts. Alors là, il s'agit de l'homme. Les parties de la main, sa paume, son pouce et ses doigts, l'ouverture, le creux, l'écartement des doigts, le fait de tourner, d'attraper et de serrer la main sont soit indépendamment, soit simultanément avec l'avant-bras tendu ou plié, la matrice commune de l'outil qu'on nomme d'après cette activité. D'accord, donc on peut imaginer effectivement qu'en utilisant les doigts, disons que pour Kapp,
La main, ça peut être une pince. Donc la pince dérive de ce geste. De la même manière, tout ce que la main peut effectuer comme mouvement extrêmement complexe donne lieu à un certain nombre d'outils. Donc l'idée de base, c'est quand même que le geste technique est bien un prolongement du corps propre, qui s'extériorise. Et c'est cette extériorisation qui intéresse le roi Gourand. Bon, dans un texte, dans un livre très fameux, en 2 tomes, 64-65, Le geste et la parole, il essaye de décrire sur le très long terme cette espèce d'extériorisation du corps propre. Pour lui, l'ordre technique se déporte progressivement du geste individuel vers des enchaînements opératoires ayant une cohérence spécifique. Bon. Et ça va ça va très loin, puisque l'idée d'écriture, pour lui, est une extériorisation de la mémoire, et l'idée aussi d'informatique, puisque le 2e tome finit sur une espèce de méditation sur les débuts de l'informatique des années 60, comme aussi extériorisation de la mémoire. Alors, bon, moi je pense j'ai été évidemment fasciné par ce livre de Laura Gourand parce que ça donne une espèce de perspective formidable sur le développement de l'humanité, mais je pense en fait que ça ne marche pas très bien. Et pourquoi ça ne marche pas très bien? D'abord, parce qu'il y a 2 présupposés. On pense que les fonctions de l'esprit sont extériorisables dans une matérialité, qui a un mode d'être technique, et on pense qu'il y a une espèce d'évolution culturelle possible qui fait passer d'une mémoire interne individuelle à une mémoire culturelle externe. Et je pense qu'il n'y a pas tellement de raison de penser ça, parce que finalement, quand on regarde l'espèce de mouvement de ce livre, ce qui est très frappant, c'est que grâce à son idée de schéma du prolongement hors du corps, ce à quoi on assiste, c'est à proprement parler à la construction d'un signe, c'est-à-dire un matériau qui finit par devenir expressif en devenant culturel. Donc le schéma de prolongement du corps, hors du corps, il sert essentiellement à faire une robinsonade sur l'institution des signes. Alors, robinsonade, évidemment, c'est un terme extrêmement péjoratif de Lévi-Strauss. Moi, j'ai été fasciné par le livre de Laura Gourand, je le disais, donc je voudrais pas du tout être méchant avec ce livre qui m'a beaucoup fait réfléchir. Mais je pense quand même qu'il y a cette idée, et c'est une idée qu'on trouvait aussi encore chez les marxistes, de la même manière, c'est que finalement, le sens, on donne une explication historico-sociale qui, en fait, cache ou reproduit de façon inconsciente l'institution d'un rapport entre signifiant et signifié, c'est-à-dire la genèse de l'idée de signe comme phénomène social. Donc toute l'histoire de l'humanité pour le roi Gourand, finalement, vue avec cet angle d'attaque-là, toute l'histoire de l'humanité revient à se poser la question, qu'est-ce qu'un signe? Et je pense que c'est normal quand on réfléchit à l'humanité de se poser la question, qu'est-ce qu'un signe? Mais il le fait de façon extrêmement inconsciente, c'est-à-dire que vous ne verrez pas dans le geste et la parole, au moins pas que je me souvienne, une espèce d'interrogation directe sur le statut du signe comme ce qui guiderait la construction même de l'humanité. Vous ne trouvez pas ça? Or, finalement, c'est bien de ça dont il est question. Donc, moi, je dirais que la grande différence entre l'anthropologie, dans le cas de Laura Gourand, une paléoanthropologie, et une anthropologie sémiotique, c'est que l'anthropologie devient sémiotique quand elle s'interroge explicitement sur les conditions sociales de l'institution des signes,
et la façon dont cette institution est liée à un certain nombre de pratiques collectives. Donc voilà, pourquoi finalement ça a un sens, c'est le cas de le dire, de dire qu'en rajoutant sémiotique à anthropologie, on voit quelque chose d'autre, c'est parce que finalement, j'ai l'impression que un certain nombre de démarches anthropologiques qui se justifient absolument dans leur domaine ne parviennent pas à penser l'émergence des signes autrement que sur le mode de l'origine. Et donc, il faut essayer de remettre ça en question. Et je pense que, en y réfléchissant, je pense qu'il y a finalement un petit changement à faire à partir de deux principes qui permettent d'éclaircir un peu cette question. Tout d'abord, une anthropologie explicitement sémiotique ne tente pas de réduire le sens à autre chose que lui-même. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Et deuxièmement, l'anthropologie sémiotique reconnaît que l'usage des signes est en lui-même au cœur de la socialité humaine. C'est-à-dire que, contrairement à ce que, par exemple, on pourrait trouver en anthropologie cognitive, j'ai l'impression que il faut sortir de cette idée que les signes sont là pour représenter simplement, pour représenter quelque chose d'autre qu'eux. Évidemment, ils représentent quelque chose d'autre qu'eux, mais ce n'est pas simplement ça qu'ils font. Donc, à partir de ces deux principes que maintenant je vais commenter dans le reste de mon exposé, je vais essayer d'approfondir cette idée que l'anthropologie sémiotique permet de rendre explicite le rôle, j'appelle ça l'agentivité des signes dans l'institution même de la société humaine. Alors, premier principe, donc, une anthropologie explicitement sémiotique ne tente pas de réduire le sens à autre chose que lui-même. Je prends un exemple qui est celui du mythe. Alors, bon, j'ai pris les textes de Cassirer parce que c'est un auteur qui m'est familier, Serge le sait. J'ai beaucoup travaillé Cassirer, qui est une espèce de, comment dire, de figure tutélaire du séminaire forme symbolique, qui est sûrement celui qui, dans la première partie du XXe siècle, a le mieux explicité le rôle et l'institution des signes dans le cadre de la culture humaine, sachant que Cassirer a commencé par faire de la philosophie des sciences, et que c'est pour des raisons internes à la philosophie des sciences qu'il en est venu à penser une philosophie de la culture. Bon, c'est déjà un parcours intéressant. Alors, l'exemple que je prends chez lui est tiré de son livre le plus célèbre, qui s'appelle La philosophie des formes symboliques, et de son tome 3, il est question à un moment donné de Schelling, le philosophe. Donc, je lis la citation avec vous. Si donc la philosophie du mythe veut satisfaire l'exigence de principe posée au départ par Schelling, si elle veut le comprendre, non sur le simple mode de l'allégorie, comme une sorte de physique ou d'histoire primitive, mais comme une création de sens qui a sa signification autonome et sensible propre, elle doit aussi rétablir dans son droit toute forme de l'expérience perceptive dans laquelle il s'enracine à l'origine et dont il ne cesse de se nourrir. Alors, j'essaie de commenter un petit peu cette citation qui est, qui est bien cassirerienne. Il y a beaucoup de choses qui sont dites en peu de mots. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas réduire le mythe à autre chose que lui-même en le désignant comme pensée primitive ou pensée inconsciente ou, dans le cas marxiste, émanation des rapports de production, etc. Qu'est-ce que ça veut dire que de le voir comme un mode de production spécifique du sens? Alors ça, j'ai l'impression que du point de vue des cliniciens que vous êtes, c'est intéressant parce que il y a une idée d'inconscient là-dedans, c'est-à-dire finalement derrière le mythe, il y aurait quelque chose, il y aurait un sens à découvrir, un sens caché, et Schelling, donc relativement tôt, dès 1857, lui part du présupposé inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signification cachée du mythe. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prendre en compte effectivement l'aspect occulte et lacunaire des éléments mythiques. Ce caractère occulte, il faut le prendre pour lui-même,
sans le rapporter à, par exemple, une perte contingente dans la transmission. C'est quelque chose qui a été extrêmement mis en avant. Si les mythes sont lacunaires, ben c'est pas qu'ils ne renvoient pas à des faits réels, c'est simplement qu'ils ont été brouillés par le fil, le cours du temps, et que si on pouvait rétablir les mythes dans leur vérité, ben, finalement, ils diraient des choses, ils diraient ce qu'ils expriment de façon non lacunaire. Et Schelling dit exactement l'inverse. C'est-à-dire que finalement, le mythe est l'obscurité du mythe et son aspect lacunaire est absolument constitutif de son expression. C'est-à-dire qu'il y a un mode d'expression humaine qui est comme ça. Donc, est mythique l'expression lacunaire est relativement obscure. C'est une définition extrêmement large, mais qui renvoie quand même à une espèce de constante de l'étude sur les mythes. Hein. C'est-à-dire que, bon, si on prend Lévi-Strauss, on sait qu'on a toutes sortes de versions d'un même mythe, donc on ne sait jamais véritablement quel est le mythe d'origine. Hein. Tout ça est une affaire de variation. Mais pas simplement chez lui, hein, chez d'autres aussi. Donc je pense que c'est une remarque intéressante et enfin vous me direz ce que vous en pensez vous en tant que clinicien, parce que c'est vrai que vous avez une écoute qui est véritablement liée à un art de déchiffrage en quelque sorte, hein, de quelque chose qui se dit autrement. Là l'idée donc de Cassirer est différente. Hein. Il y a un régime du sens qui est un régime de l'obscurité. Alors, ça, en anthropologie, ça a pas mal de conséquences, en particulier. Il y a eu beaucoup de débats, en particulier à l'époque de la colonisation, hein, sur la qualité des informateurs et sur le fait que ben, finalement, ils ne disaient pas la vérité. Bon, alors que cette façon de voir les choses, évidemment, est très très différente au sens où ben, les informateurs, ils ne font pas exprès de donner des informations lacunaires, hein, ils ne font pas preuve de mauvaise volonté, c'est autre chose qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un rapport systémique au caractère lacunaire du sens dans les mythes, et les informateurs, ben, ils sont pris là-dedans. Voilà. Donc, la façon dont ils justifient généralement l'aspect lacunaire, c'est de dire bah, les dieux ont dit de faire comme ça, ou les anciens le faisaient, donc on ne va pas changer la chose. C'est ça la tradition. Et on ne va pas chercher plus loin. Bon. Alors ça, c'est une première chose sur la mythologie, en quelque sorte. La deuxième chose, c'est que Cassirer insiste beaucoup là-dessus, pas dans la citation que je vous ai donnée à l'instant, mais sur le fait que s'il y a une espèce de systématicité du caractère lacunaire du mythe, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir d'un certain côté. C'est-à-dire que chez lui, il n'y a jamais de barrière infranchissable entre la forme spécifique d'expression mythique et d'autres formes d'expression du sens. Hein. Donc, en fait, il y a toujours possibilité d'une transformation interne du discours lacunaire qui fait que on peut sortir du mythe finalement. L'exemple qu'il donne, c'est un très bel exemple qui est l'exemple du dénombrement dans une langue bantoue qui s'appelle le Soto. Et bon, il fait deux remarques. Les Sotos ne connaissent pas la raison de dénomination des nombres dans leur langue. Bon, pourquoi tel nom s'appelle comme ça? On va regarder l'exemple du 5 et du 6. Bon. Et la procédure de dénombrement dépend du corps propre et chez eux dépend donc du décompte des doigts puis des orteils. Alors ça a eu toutes sortes de conséquences qu'on va étudier, mais bon, je vais vous lire la citation déjà
toujours tiré du même livre, mais dans le premier tome. Les termes du langage, par conséquent, ne symbolisent pas vraiment un état et des déterminations réelles des objets, ils contiennent plutôt un ensemble de directives pour le mouvement corporel qui sert à dénombrer. Ils expriment et annoncent le geste du doigt ou de la main correspondant, souvent sous la forme d'un verbe à l'impératif. En Soto, par exemple, le mot pour 5 signifie en fait achève la main. Celui pour 6, saute, c'est-à-dire saute à l'autre main. Ce procédé permet de coordonner les mouvements qui rangent les objets avec les gestes bien définis qui doivent être pensés à la suite dans un ordre donné. Alors ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, c'est-à-dire que ce que fait Cassirer, c'est de rapporter une signification à une certaine pratique, en l'occurrence ici une pratique manuelle, hein, et de justifier ainsi le vocabulaire employé pour le nom des noms. Alors ça allait absolument contre un certain nombre de conclusions racistes qu'on trouvait à l'époque. Les conclusions racistes étaient que les Soto avaient besoin du corps pour compter, et donc ils n'avaient pas encore conçu l'abstraction du nombre, hein, puisqu'il fallait qu'ils en reviennent au corps pour penser le nombre. Et Cassirer dit exactement l'inverse, hein, puisqu'il dit que finalement, ce qui est intéressant dans le cas Soto, c'est au contraire que c'est toujours l'enchaînement qui se fait de la même manière, hein, l'enchaînement selon une règle mathématique qui est bien connue à l'époque de Cassirer et qui s'appelle la règle du bon ordre, hein, qui a été mise au jour par un mathématicien allemand de l'époque qui s'appelait Richard Dedekind. Donc en fait, ce que dit Cassirer, c'est que, d'accord, peut-être que les Soto ne savent pas pourquoi le nom de leur nombre, c'est par exemple passe à l'autre main ou saute à l'autre main. Peut-être qu'ils font référence au corps, mais en fait, ce qu'ils font, c'est simplement exprimer dans un signe, il se trouve que c'est un signe corporel, mais c'est un signe quand même, hein, dans un signe, un sens mathématique extrêmement profond qui est la loi du bon ordre. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que Cassirer aurait pu prendre un exemple occidental et il ne le fait pas. Donc il prend un exemple africain et donc il montre que finalement cette espèce d'obscurité première sur le nom des nombres là n'est pas du tout, n'enferme pas finalement les Soto dans une culture mythologique, pas du tout, hein, puisque au contraire se lie déjà ici une règle logique qu'on peut abstraire. Alors, ça, c'était le premier principe. Le deuxième principe de l'anthropologie sémiotique, c'est que l'usage des signes est en lui-même au cœur de la socialité humaine. Alors ça me paraît aussi tout à fait important de le souligner. J'ai mis beaucoup de temps à réussir à le dire de façon simple, mais ce que je veux dire par là, c'est que en anthropologie, évidemment, on parle beaucoup de signes, mais on ne rend pas compte encore du fait que les signes sont en eux-mêmes un enjeu social. Posséder des signes, ne pas les posséder, etc. Ça, c'est un enjeu social. Donc, la chose bien importante à voir, c'est ça, et c'est un peu ça que je vais, dans les transparents suivants, essayer de décrire. Donc, d'abord, bon, évidemment, une activité humaine, quelle qu'elle soit, exige qu'on ne regarde pas simplement le but final de l'activité, la raison pour laquelle on agit, mais aussi les buts que l'on se donne. Et ces buts, ces moyens que l'on se donne, finalement, ils sont toujours collectifs. Et donc, il y a toujours une réflexion collective sur la façon d'atteindre un but. Hein? Donc, quelle est la modalité, la justesse des moyens par rapport à toutes sortes de critères collectifs qui sont possibles, et généralement qui se superposent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'une action qu'on pourrait isoler comme étant essentiellement utilitaire, je ne sais pas, prenons la chasse, gros exemple anthropologique,
essayer de rendre compte de la pratique de la chasse. On pourrait dire que c'est une activité utilitaire. En fait, on voit bien qu'il faut réfléchir aux moyens de chasser, et ces moyens de chasser, on voit tout de suite que les critères sont variables. Ils peuvent être politiques, moraux, esthétiques, sociaux, etc., etc. Donc, ce qui est important, à mon avis, à souligner ici, c'est qu'aucune action, même la plus individuelle, n'est coupée d'un cadre social lié à une certaine façon de penser les modalités de l'action, les moyens mis en œuvre pour parvenir à un but. Et évidemment, cette norme collective, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle est absolument invisible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, du fait même d'ailleurs qu'elle est sociale, donc qu'elle appartient à plusieurs, on ne sait pas exactement quel est le bon moyen pour réaliser telle ou telle action. Il s'agit toujours d'avoir une espèce d'ajustement, un ajustement collectif qui permet de se mettre d'accord en quelque sorte sur la façon d'agir. Alors je vais donner des exemples. Mais la chose vraiment importante à mon sens, c'est que c'est bien de penser que les signes sont un enjeu social en eux-mêmes. Donc ce n'est pas simplement des représentations d'enjeux sociaux extérieurs. Donc on sort d'une démarche un peu cognitiviste qui consisterait à dire que les signes sont là comme simplement des marques représentationnelles d'autre chose que, c'est selon la tradition extrêmement vénérable qui remonte aux stoïciens, aliquid stat pro aliquid, quelque chose se tient à la place de quelque chose d'autre, c'est ça la représentation. Bon, il se trouve que dans le cas des signes, on n'a pas fait le tour de la question tant qu'on en reste là, parce que précisément les signes ont une agentivité propre qui leur est collectivement accordée. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'il faut réussir à bien mesurer pour essayer d'avoir une approche un peu plus sémiotique des réalités anthropologiques. Alors, j'ai pensé à un exemple, je n'ai pas eu le temps de le développer, d'abord parce que je n'ai pas le livre avec moi, là, mais il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé dans les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim, c'est la façon dont il emploie le mot de symbole. Alors, si vous connaissez ce texte de Durkheim, qui est vraiment un classique de l'anthropologie, ce qui est très intéressant dans le cas de symbole, dans le cas de son usage, c'est que symbole, c'est d'abord pour lui une représentation de quelque chose. Et puis au fur et à mesure du développement de l'ouvrage, on se rend compte que finalement, ce symbole, il a une agentivité par lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une espèce de matériau passif qui représenterait quelque chose d'autre que lui. Il a bien un rôle d'agentivité qu'il faut réussir à décrire. Donc en fait, certainement, quand on se projette dans le résultat d'une action, on fait quelque chose avec les signes, c'est sûr, mais faire quelque chose avec les signes, c'est aussi faire quelque chose aux signes, c'est-à-dire réussir à mieux comprendre la nature de son agentivité dans le cas particulier de l'action qu'on est en train de mener à bien. Et c'est précisément là qu'il y a un enjeu tout à fait humain. J'essaierai de faire tout à l'heure une différence entre les sociétés animales et les sociétés humaines de ce point de vue, parce que je crois que c'est éclairant. Alors, je vous donne un exemple aussi d'un ouvrage assez récent que je vous recommande. J'ai trouvé celui formidable, de Caroline Morico, qui a écrit un livre qui s'appelle Agir à distance, enquête sur la délocalisation du geste technique. Alors, il se trouve que c'est une sociologue, pas exactement anthropologue, qui a travaillé sur un certain nombre de terrains, par exemple les pilotes de chasse. Et elle a écrit un livre, celui-ci, là, que je cite, qui a ce site particulier qu'elle s'interroge sur deux communautés sociologiques particulières, les pilotes de drones de l'armée française et les chirurgiens à distance. C'est-à-dire, vous avez maintenant des robots qui vous permettent de faire une opération délocalisée, en quelque sorte. Bon, il y a un certain nombre de choses qui ont eu lieu de ce point de vue-là, en particulier entre New York et Strasbourg.
où un patient à Strasbourg a été opéré par un chirurgien à New York. Bon. Et voilà ce qu'elle dit à propos du geste technique. Et j'ai trouvé que c'était très éclairant pour la question que je cherche à éclaircir. La signification du geste et le lien que nous formons spontanément entre geste et activité ne va pas en effet de soi, contrairement à ce qui se donne à voir. Il est toujours le résultat d'un consensus socialement et historiquement construit, consistant à s'accorder sur les bonnes et belles manières de procéder. Alors, moi, j'aimerais beaucoup commenter ces bonnes et belles manières de procéder. C'est-à-dire que ce qu'elle fait remarquer, finalement, c'est qu'un geste s'inscrit dans une activité, eh bien, mais que, évidemment, ça exige un consensus collectif qui porte sur ce que j'appelais tout à l'heure les modalités de l'action et les critères normatifs de modalité de l'action. Donc il y a une espèce de... Ce qu'elle tend à dire sur le cas particulier du geste technique, c'est que la socialité humaine est une espèce d'ajustement permanent des normes à l'intérieur des activités. Voilà. Donc finalement, si on veut rendre compte du sens, il ne s'agit pas de le détacher des activités, il s'agit au contraire de plonger le sens dans des activités, mais ensuite il faut bien se rendre compte qu'une activité est une construction collective qui fait appel à un certain nombre de normes toujours plus plurielles. Donc il peut y avoir un conflit entre ces normes, elles peuvent aller dans le même sens. Toujours est-il qu'il faut s'accorder sur les bonnes et belles manières de procéder. Donc, la réalisation d'un but par une activité quelconque exige cet appel à la norme et aussi la possibilité de modifier ces normes. Alors, quand Morico insiste beaucoup sur l'accord, et je suis assez d'accord avec ça, mais je pense que l'accord sur les bonnes et belles manières de procéder, ça peut être aussi un désaccord, c'est-à-dire transformer la norme, transformer les modalités de l'action, c'est pas toujours consensuel. Il s'agit plutôt de transformer les normes, généralement à son profit. Donc, j'essaie d'introduire ici quelque chose d'un peu moins irénique qu'elle, en disant que le combat, finalement, autour de ces normes invisibles, ces manières de procéder, c'est ça qui est au cœur de la hiérarchie sociale. Et donc, voilà, l'accord et le désaccord sont toujours là, ensemble, et c'est précisément ça qui fait une histoire, c'est-à-dire que il y a des évaluations collectives, individuelles, et selon les circonstances en cours, telle ou telle modalité de l'action par rapport à telle ou telle norme va être privilégiée. Mais évidemment, tout ça donne lieu à des affrontements et quelquefois de la violence, évidemment. Alors, je voudrais prendre un exemple qui est très intéressant, enfin, moi je trouve très intéressant, et qui vient du néolithique alpin. Vous savez sans doute qu'on a retrouvé, y compris pas loin de Toulouse, dans les Pyrénées, des haches d'obsidienne qui sont tellement fines qu'on ne peut plus s'en servir à la chasse ou au combat. Donc, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Elles deviennent des objets de prestige échangeables. On a retrouvé de ces haches dans les Pyrénées, je vous le disais, à partir des Alpes, en tout cas très loin de leur lieu de fabrication. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend du point de vue de l'anthropologie sémiotique ? Je crois que ça nous apprend plusieurs choses. Ça nous apprend d'abord que le rôle attribué à la hache est capable de changer du tout au tout, c'est-à-dire de sortir du registre à proprement parler technique et utilitaire pour entrer dans un registre esthétique, hiérarchique et monétaire, puisque ces haches étaient échangées entre chefs. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand ces haches deviennent tellement fines, polies, donc qu'on retravaille leur expression,
ça les fait changer de registre d'un certain côté. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux usages qui se mettent en place à partir des bonnes et belles façons, qui, dans ce cas-là, sont à la fois liés à la beauté, du prestige et de la monnaie, puisque c'est un bien échangeable. Et j'insiste là-dessus, je pense qu'on n'en avait pas véritablement idée avant de commencer. C'est-à-dire que, bon, on peut supposer que effectivement quelqu'un a commencé à polir ces haches pour en faire, pour les voir dans une perspective un peu esthétique, et que cette beauté-là a pu être récupérée dans autre chose, c'est-à-dire dans une construction d'une hiérarchie sociale qui n'avait plus grand-chose à voir avec l'utilité au départ. Donc ça me paraît vraiment intéressant, à la fois parce que dans ces haches, au moins celles que les préhistoriens décrivent, ils les reconnaissent comme des haches. D'accord? Donc il y a quand même la trace de la fonction utilitaire qui demeure dans leur forme, etc. Dans leur vocabulaire, sans doute aussi, on peut imaginer qu'on les appelait des haches. Voilà. Mais évidemment, on se rend compte aussi que ça n'épuise pas, le registre de l'utilitaire n'épuise pas le pouvoir expressif de ces objets, et donc il y a bien une transformation des normes. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'il y a une espèce de bouger qui est toujours là et qui fait intervenir comme ça plusieurs types de normes à la fois. Et donc c'est pas que les choses étaient, si vous voulez, si j'en revenais à une théorie de la représentation, il faudrait toujours concevoir la représentation à partir de quelque chose qui existe dans la réalité. Mais ce que montre l'exemple des haches, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que en polissant autrement les haches, on finit par créer un sens qui sera celui de la beauté, de l'échange plus ou moins monétaire et du prestige social. Donc on réélabore quelque chose, on ouvre de nouvelles pistes au sens qui vont pouvoir être explorées plus avant. Donc ça me paraît tout à fait important de remarquer que la vie du sens, c'est ça. C'est toujours cette espèce de bouger primitif qui fait qu'on n'arrête pas de le reprendre, on n'arrête pas de travailler les signifiants pour en faire autre chose. On ne sait pas bien quoi, d'ailleurs. Bon, dans ce cas-là, on lui a trouvé, on a trouvé au H d'obsidienne un certain usage. Et ce qui est intéressant aussi, et ça c'est une remarque qu'un anthropologue britannique que moi j'ai traduit, qui s'appelle Arthur Ockart, avait fait remarquer, c'est-à-dire que quand on regarde un peu l'anthropologie des sociétés, on se rend compte qu'il peut aussi y avoir des usages qui deviennent tellement fixes que finalement ils ne permettent plus cette variation. Et ce faisant aussi, ils perdent leur investissement social. C'est la possibilité de concevoir plusieurs normes pour une même activité. Et résultat, ça se fige et ça meurt. Ça meurt. Alors, si j'en viens maintenant un instant à ce que j'estime être à la fois une certaine parenté, une certaine différence avec les sociétés animales, si j'essaie de faire une distinction entre société animale et société humaine, d'abord, je dirais que l'usage des normes dans les sociétés animales, ça existe. D'abord, la force brute, bon. Mais il y a aussi des comportements de parano de menace, on le sait bien, donc qui régulent en quelque sorte les activités et les conduites à propos, via des normes. Bon. Mais la société humaine, c'est pas exactement ça. La société humaine, c'est quelque chose, c'est un groupement, c'est une espèce de collectif qui n'existe que par la production, l'interprétation et l'évaluation de l'expression des normes. Voilà, à mon avis, c'est ce qu'on devrait dire par rapport aux sociétés animales, c'est que la société humaine, elle est complètement focalisée sur cette élaboration des signes,
puisque c'est par là que se constitue la socialité elle-même. Alors que je ne dirais pas ça du point de vue des sociétés elles-mêmes. Alors, je crois que il y a, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose à dire sur comment comprendre le mot de société en anthropologie sémiotique. Alors, ce que je note, hein, c'est que quand on parle de société, mais moi le premier, hein, on se le représente habituellement comme une espèce de boîte dans laquelle il y a un certain nombre de gens qui ont des activités, ces activités étant plus ou moins utilitaires. Bon, voilà, si on fait ça un peu à la grosse. Et je pense que c'est une très très mauvaise représentation des choses. Et je vais essayer de m'expliquer là-dessus, parce que je crois que la métaphore de l'espèce de contenant avec des contenus est beaucoup trop simple. Bon, évidemment, on peut toujours décrire et dénombrer un certain nombre d'activités, genre la politique qui sert à quelque chose, instaurer des relations de pouvoir, la technique qui sert à des activités permettant la survie, la religion qui sert à toutes sortes de fins, la connaissance aussi. Bon. Mais là, finalement, ce qu'on présuppose, c'est qu'il y a une société, déjà. Il y a une société, et puis, bon, selon la division du travail, cette société, elle développe des activités plus ou moins multiples. Mais ce que l'anthropologie sémiotique essaie de penser, c'est plutôt la constitution de la socialité elle-même. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai plutôt l'impression que la société, c'est un effet de bord. Ce n'est pas quelque chose qu'on se donne comme une espèce de contenant. Hein. Ce serait un peu trop simple. Et ce serait surtout renvoyer toujours à cette espèce de mythe d'origine, hein, dans lequel bon, voilà, il y a une forme humaine qui serait sociale dès le départ, sans qu'on arrive à prendre la mesure de sa constitution. Donc, par effet de bord, je veux dire simplement qu'il y a une réélaboration permanente de l'expression des normes par les signes, hein, ça, on l'a vu sur plusieurs exemples là, mais c'est ça donc qui va créer véritablement l'enjeu social. Donc l'enjeu social va créer une société en quelque sorte, hein, mais on ne va pas présupposer la société pour ensuite essayer de penser des activités. C'est l'inverse qu'il faut essayer de penser, c'est-à-dire le fait qu'en constituant des activités, on produit une certaine forme de socialité qui a ce rapport tout à fait particulier que je décrivais tout à l'heure, d'être à la fois une certaine cohésion ayant recours à la différenciation. C'est-à-dire que les normes ne sont jamais assez stabilisées pour... enfin, surtout, il faut qu'elles ne soient pas absolument figées, puisque si elles sont figées, elles ne peuvent plus faire l'objet d'un enjeu, d'une interaction sociale qui permet leur réélaboration permanente. Alors cette cohésion, évidemment, elle se donne sous de formes multiples. Hein. C'est pour ça qu'il y a de la différenciation toujours en elle. Bon, évidemment, il y a un certain nombre de figures individuelles dans les sociétés, des héros fondateurs, des grands hommes, ce que vous voulez, des formes quasi individuelles, que ce soit des totems ou des dieux, bon, certains lieux privilégiés, qu'on appelle souvent de mémoire, au moins chez nous, bon, certains objets qui ont des caractéristiques esthétiques particulières, donc des styles, tout ça avec un certain nombre de symboles et de récits, hein, et c'est ça qui va être instituant de la société à travers les générations. Hein. C'est ces espèces de construction collective, très souvent mythologique. Hein, en même temps, mythologique, on l'a vu, ça peut toujours être dépassé, on n'est pas condamné au mythologique. Et c'est ça qui rend compte, à mon avis, à la fois la socialité humaine et sa nécessaire historicité.
c'est quelque chose de tout à fait important, ça, de concevoir toujours, à mon avis, les sociétés comme des dynamiques liées à des constructions collectives d'évaluation des conduites en permanence. Alors, si j'en viens maintenant à ma conclusion, et si je reviens à ma différence entre l'anthropologie et l'anthropologie sémiotique, bon, l'anthropologie a bien l'étude du sens, du comportement, des comportements humains en général comme objet, mais ce qui me frappe, c'est quand même qu'elle a beaucoup de mal à penser le signe, puisqu'elle tombe dans toutes sortes de difficultés, soit en s'inventant une espèce d'origine mythifiante, en fait, sans vraiment résoudre la question du signe, soit en s'en cantonnant à un registre de la représentation. Donc on se donne des signes, bon, et puis cela, ils représentent un certain état de fait. Alors que ce que l'anthropologie sémiotique essaye de faire, c'est plutôt de rendre compte de l'activité et de l'institution progressive de normes à partir de signes, tout ça dans une espèce de bouger qui fait qu'on peut aussi expliquer le fait que précisément les sociétés ça bouge, hein, et que c'est finalement ça le cœur de la culture. Le cœur de la culture, c'est pas du tout, à mon sens, une espèce de recherche d'invariance, c'est plutôt le fait que le bouger dont je parlais permet l'expansion progressive du sens, hein, dans des domaines qu'il est très difficile de lister, hein, c'est-à-dire bon, c'est esthétique, c'est éthique, c'est politique, c'est utilitaire, mais tout ça évidemment n'est pas une liste close. Voilà, donc s'il fallait retenir une chose de cet exposé, ce serait ça, c'est-à-dire que l'anthropologie sémiotique, c'est vraiment une espèce de point de vue sur l'agentivité propre au signe dans le rôle qu'il joue dans l'institution de la socialité humaine proprement dite. Voilà, bon, Serge, je vais m'arrêter là, ça nous laisse le temps pour des questions. Ben voilà, maintenant il faut pouvoir discuter un peu. Voilà, absolument. On est là pour ça. Ok. Finalement, j'ai compris un truc que je n'avais pas compris encore, finalement. C'est bien. Effectivement, cette idée d'agentivité, le fait que tu emploies ce terme-là comme ça, tu l'avais déjà employé, mais ouais. Il me saute aux yeux sur le fait que c'est cette idée que le signe est travaillé pour lui-même dans les sociétés humaines, à la différence des sociétés animales. Mais le fait de mettre l'accent sur en quoi ce signe fait production et en même temps institution. C'est les deux aspects. Et je me disais, pour l'étendre à la partie, pour essayer de faire un lien avec la clinique et avec Victor, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec cette question du travail que la société fait, enfin, que les agents font au signe dans la société, qui à la fois produit des normes nouvelles et produit de l'institution, avec la question de la voie intérieure que propose Victor Rosenthal, c'est-à-dire, au fond, les mêmes mécanismes pourraient être ramenés à un sujet, à un individu, c'est-à-dire ce travail de reprise, de travail sur le signe, de transformation de la norme, de décalage, de bouger, et finalement d'institution du sens pour un sujet, d'institution aussi d'une certaine façon de pratiquer des activités, etc. En gros, est-ce que tu penses qu'on peut faire ce parallèle entre ce que tu décris là d'un point de vue anthropologique collectif, comment la société, qu'est-ce que la société fait aux signes et qu'est-ce que les signes font à la société, d'un point de vue individuel par rapport à la voie intérieure qu'il essaye de montrer? Oui, alors, moi je suis complètement d'accord avec ça, hein, pour en avoir discuté avec lui, hein, mais j'insiste sur le fait que la voie intérieure elle-même est une pratique collective.
D'accord? C'est-à-dire que cette espèce de réflexivité que permet la voix intérieure, cette espèce de dédoublement de soi, est très certainement quelque chose qui est lié à notre façon de pratiquer le langage collectivement. C'est-à-dire, justement, pratiquer cette espèce de bouger fondamental qui consiste à remettre constamment sur le tapis, remettre en jeu, en fait, la valeur accordée aux signes et les retravailler. Mais à partir de ce moment-là, je suis complètement d'accord qu'il y a bien dans la voix intérieure et dans son institution quelque chose de cet ordre. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça marche. Si tu veux. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une construction sociale. Voilà. Et une construction sociale totalement typique. Hein. Bon, et qui a aussi cette particularité, c'est que à partir du moment où tu conçois la voix intérieure, dans cette espèce de dédoublement de soi constant, tu ne peux plus en rester au discours phénoménologique qui consiste à opposer la première à la troisième personne. Parce que la première personne, elle est jamais... Bon, le jeu, il est toujours deux déjà. Hein. Voilà, il est toujours dédoublé. Et donc, il y a une espèce de travail constamment là, sur soi-même par le biais du langage, massivement. Donc, par le biais de l'institution de signes, de l'institution collective de signes. Donc c'est ça qui nous fait acquérir finalement une certaine réflexivité. C'est cet usage si particulier des signes au niveau individuel. Et je commencerai toujours par le collectif pour aller à l'individuel. L'inverse étant plus difficile quand on a affaire à des signes, parce que les signes, c'est toujours un matériau public. Ça appartient à tout le monde. Voilà. Et c'est à partir de ce prélèvement sur le collectif, exactement. Ce qui est intéressant, c'est ce travail de reprise individuelle et de déplacement des signifiés à partir des agencements des autres signifiants qui ont été entendus par l'enfant, Absolument. dans le milieu familial dans lequel il est, dans le milieu culturel dans lequel il est, et comment ce travail à la fois d'être habité par les signes du collectif et voilà. en même temps ce travail individuel de réagencement, de reprise en permanence. Voilà. Ouais. Ça se voit tellement dans le jeu des enfants. C'est ça. Ouais. Je pense que là, Winnicott a dit des choses vraiment importantes. Mais c'est un bon exemple. Alors, je ne sais pas si Victor va venir parler au séminaire, mais on l'invitera avec plaisir à parler de la voix intérieure. Mais s'il accepte. Oh, il acceptera, il n'y a pas de problème. Non, c'est vraiment. Je trouve que il a mis le doigt sur quelque chose de vraiment, vraiment important pour les cliniciens, je pense. C'est ça, oui, je pense. Je pense qu'il y a, pour les cliniciens, là, il y a vraiment une dimension absolument capitale hein, de notre rapport au signe comme permettant ce dédoublement et cette distance par rapport à soi. Ça me paraît très important. Parce que finalement, bon, alors, il faudrait réussir à étager un petit peu ce qui est toi, ce qui est toi dans ton dialogue avec toi-même, ce qui est toi dans le dialogue avec un autre extérieur. Bon, et voir combien tout ça exigerait des catégories qui sont beaucoup plus subtiles que simplement je, tu, il. Hein, voilà. C'est une grammaire un peu primitive de la psychologie humaine, en fait. Outre le fait que dans le langage, évidemment, tout ça est extrêmement factice. Hein, je veux dire, c'est l'exemple de Cadio Visetti, de la dame qui va chez le boucher et qu'est-ce qu'il lui faut, la petite dame, quoi. Bon, donc, on est tout à fait capable, dans la langue, de jouer sur les pronoms, de les projeter, de ne pas s'en tenir à ce je tu il que la grammaire nous apprend. Voilà, c'est un petit peu plus subtil quand même.
Alors, est-ce qu'il y a des réactions ou des questions ou des commentaires par rapport à l'exposé de Jean Lasseille? Je sens que Nicolas veut dire quelque chose, mais il faut qu'il allume son micro. Disons, ça me semble extrêmement intéressant. Je n'en mesure pas tout à fait les richesses d'éclairage, mais une manière que l'anthropologie sémiotique, en quoi elle peut nous aider, c'est dans la lecture de l'usage des diagnostics. Il y a tout un patrimoine en psychiatrie qui a, entre autres, abouti, entre autres, dans ce qu'on appelle le DSM, un mastic diagnostic. Et on est aussi en face d'autres courants comme l'antipsychiatrie ou bien dans l'anthropologie clinique, de Scott, avec un refus de diagnostic catégoriel, mais un refus pulsionnel qui rejoint un petit peu des grandes conditions de l'humanité. Alors, oui, pour ce que vous en connaissez, quel serait l'éclairage, à quoi l'anthropologie sémiotique devrait nous rendre attentifs dans cet usage des diagnostics? Alors, bon, je vais répondre un peu à l'aveugle, hein, c'est pas mon métier, mais moi, ce qui me frappe dans ce que j'ai pu apprendre du DSM, c'est quand même le fait que les catégories sont extrêmement fixes. Voilà. Alors que ce que j'aurais tendance à dire, c'est de voir combien ces catégories, au contraire, elles sont constamment en train de se déplacer. Donc, si je reprends mon exemple de la hache d'obsidienne, bon, ce n'est pas un exemple psychologique, évidemment, mais enfin, c'est à la fois utilitaire, esthétique, hiérarchique, voilà. Donc, j'ai l'impression que la façon dont dont je répondrai à votre question, c'est vraiment de s'interroger sur le sens d'une catégorisation qui serait aussi fixe que celle que propose le DSM. Parce que je n'ai pas l'impression que la vie des signes, ce soit exactement ça. C'est au contraire une espèce de constamment de passage de l'un à l'autre selon les lieux, selon les interactions entre les gens, ce genre de choses. Donc, voilà. Mais peut-être que vous voudriez préciser votre question. Est-ce qu'il y a un avenir pas particulier, mais qui tend à se reproduire lorsque les signes deviennent si fixes? Moi, j'ai tendance à dire que quand les signes deviennent fixes, c'est mauvais signe. C'est-à-dire que ça va vite disparaître en tant que matériau vivant. C'est-à-dire qu'il faut toujours pouvoir remettre les choses à l'ouvrage. Donc, si on a une quête. Bon, en même temps, le DSM, on en est au numéro 5, si je comprends bien. Donc c'est vrai que là, au moins, il y a un effort pour essayer de suivre un petit peu quelque chose, de bouger quelque chose dans ces catégories pour éviter la mort des signes. Puisque finalement, des catégories trop fixes n'ont aucune utilité. Peut-être pour rebondir à ma question, parce qu'une question de quelqu'un qui ne connaît pas trop les choses, mais on a avec nous notre collègue Jean-Louis Fay. Je m'excuse de l'interpeller et de le provoquer, mais est-ce que les propos de Jean Lassègue t'ont un petit peu remué ou bien fait aller dans une certaine direction? Je serais content d'entendre ta réaction. Si tu peux dire un tout petit peu, tu vas intervenir dans une semaine, hein, mais qui tu es? Oui, non, juste, mais Jean vient de le dire, le DSM n'est pas si fixe que ça. Enfin, je pense qu'effectivement, il est réédité tous les 10 ans. Et bon, voilà, moi j'ai toujours considéré que c'était un espèce de consensus sceptique. On voit bien aussi à chaque introduction du DSM, ça commence par une dizaine de pages qui montrent tous les gens qui ont participé à la rédaction du DSM, les dizaines de psychiatres, les groupes de travail, les task forces, enfin tous les différents groupes qui participent à ça. Donc ça montre bien que c'est une espèce de consensus qui est valable à un certain moment d'une époque et dans une certaine localisation géographique qui n'a peut-être moins de prétention, d'ambition universelle que ce qu'on lui prête parfois, quoi. Voilà. Oui, et peut-être alors à partir de ce moment-là, ce que vous dites va dans le sens
d'un bon usage, c'est-à-dire d'une bonne méthode à l'égard de cet instrument. C'est-à-dire que, bon, on peut estimer que les gens sont honnêtes quand ils travaillent, et il y a sûrement des milliers d'heures de travail dans le DSM, donc il n'y a pas de raison de condamner absolument le travail des autres, mais il faut savoir s'en servir simplement, j'imagine, c'est-à-dire réussir à faire en sorte que ces catégories ne soient pas fixées une fois pour toutes. Je crois que ça, c'est quand même une grande leçon qu'on peut trouver dans la pratique anthropologique. Moi, ce que je me dis par rapport au DSM, c'est le fait que le DSM fait une description de l'extérieur à partir d'observations et de statistiques, oui, et fige finalement la nosologie, oui. et c'est figé de l'extérieur, alors que alors après, parce que quand on fait le DSM 3 après le 2, en fait, on refige les choses d'une autre manière. Absolument. Mais c'est toujours finalement quelque chose qui vient entomologiser les patients avec quelques critères diagnostiques organisés. Alors, on enlève des catégories, on en rajoute, mais au fond, la démarche est toujours la même, c'est-à-dire de fixer un certain nombre de critères de l'extérieur, alors qu'il me semble que la voie de l'anthropologie clinique, à partir de la sémiotique, ça serait plutôt de retravailler, que le clinicien retravaille à partir de grandes catégories, certes, mais retravaille au cas par cas son observation, Oui. et qu'il y ait quelque chose qui soit tout le temps en mouvement à partir des besoins de la clinique, en fait. Alors que le DSM, j'ai l'impression que les choses sont un peu fixées d'avance, quoi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais... Oui, mais si tu veux, j'ai l'impression que ce que tu dis là, c'est un peu ce que je disais sur la bonne méthode, comment employer la chose. Donc, le DSM a sûrement toutes sortes de défauts, il n'y a aucun doute là-dessus. En même temps, il y a peut-être moyen de l'utiliser, c'est-à-dire, comme tu utilises une grammaire, bon, je viens de le dire pour l'usage des pronoms, hein, on ne peut pas en rester à jeu d'huile, hein, ça ne marche pas, parce que par exemple, le phénomène de la voix intérieure disparaît. Bon, ce qui est quand même un gros morceau dans le cas des humains. Donc voilà, il s'agit de le faire avec un peu d'intelligence. Maintenant, si on en reste à des catégories fixes, évidemment, il va falloir changer très très. En fait, c'est le même rapport, à mon avis, que la question de la représentation, Oui. qui viendrait à la place voilà. de ce qui se passe pour le patient. On aurait une description oui. qui serait la représentation de ce qui se passe pour le patient. Et donc, on pourrait faire une sorte de parallèle comme ça, critique, qui serait le DSM est à la représentation, ce que une certaine vision scottienne, zondo-scottienne, serait la psychopathologie, donc à l'anthropologie sémiotique. C'est une certaine façon de retravailler, de penser le retravail de la norme psychopathologique, en fait, par le clinicien lui-même. Oui, et surtout dans l'interaction, c'est ça qui me paraît le plus frappant, c'est-à-dire qu'il faut venir revenir à des pratiques et à une interaction pour réussir à faire émerger un certain nombre de signes. Est-ce qu'on peut les universaliser au point d'en faire un manuel? Alors là, je pense que la tâche est à peu près impossible. Oui, ça serait quoi? Qu'est-ce que ce serait que l'équivalent d'un DSM qui soit, dynamique, en quelque sorte? J'ai l'impression qu'il faut surtout faire appel au jugement du thérapeute, hein, c'est-à-dire, bon, voilà, j'ai une certaine culture statistique en particulier, et puis ensuite, j'ai devant moi un corps parlant, quoi. Un corps parlant ou des corps parlants, ça n'a rien à voir avec les statistiques, évidemment. Ok. Je ne sais pas sur le DSM, est-ce que quelqu'un veut prolonger cette question de Nicolas? Sinon, il y a un autre angle. C'est du côté, au fond, dans l'anthropologie clinique, on a tenté de conjoindre des dimensions qui sont des dimensions anthropologiques. Alors, à la fois en s'inspirant de ce qu'avait fait
Jacques Scott, mais en essayant de le réinscrire, non pas dans des grandes catégories qui soient simplement philosophiques, mais qui soient aussi enracinées du côté sémiotique et du côté anthropologique. Et donc, on a forgé ces catégories qui sont esthétiques, techniques, éthiques et ethniques. D'accord. À la fois en s'inspirant des travaux de Scott, en s'appuyant, même c'est pas de l'inspiration, on s'est appuyé clairement sur son travail, Oui. Mais en même temps en essayant de le réouvrir du côté de l'ethno, de l'anthropo et de la sémiotique, de le penser dans cette dimension-là aussi. Je me demandais, par rapport à Cassirer et aux grandes formes symboliques, est-ce que de ton point de vue, ça a une certaine cohérence par rapport aux formes symboliques, le fait de privilégier esthétique, technique, éthique et ethnique? Complètement. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est toujours des institutions du sens, hein, des institutions qui ne sont pas représentatives. C'est-à-dire qu'elles instituent une certaine façon de voir le monde. Hein. Bon. Prendre votre âge d'obsidienne et en faire un objet esthétique, c'est vraiment construire quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça, je pense que ça va complètement dans le sens de ce que Cassirer appelait une forme symbolique, hein, c'est-à-dire ces espèces de grandes projections du sens sur, voilà, qui se, comment dire, je cherche le mot chimique, comment on dit, qui se précipite, voilà, qui se précipite comme forme esthétique ou éthique ou scientifique. Bon. Ce sur quoi j'insiste là, c'est sur l'idée que ça n'est pas un sens le sens n'est pas déjà donné. Hein. Donc les signes l'usage des signes vont finir par construire progressivement une certaine valeur qui collectivement sera conçue comme esthétique ou autre. Mais elle n'est pas là au départ. Mais voilà, il se trouve que dans des arrangements sociaux particuliers, elle finit par se stabiliser dans quelque chose à quoi on peut donner un nom. Bon, ça relève plutôt du registre du beau et ça plutôt du registre de la morale. Disons. Hein. Et je pense que l'idée, c'est en quoi les pratiques, les croyances, les systèmes de valeurs d'un groupe donné vont participer à la construction d'un psychisme en venant déterminer dans ces 4 grandes catégories-là des questions qui sont des questions fondamentales pour l'esprit, en fait, pour le psychisme. Le fait qu'on a un rapport aux sensations, le fait qu'on a un rapport à la technique, le fait qu'on a un rapport à la norme, à la loi, le fait qu'on a un rapport à la personne, à l'identité. Ce que je dirais, si tu veux, pour distinguer les deux choses, c'est qu'il y a bien un fond d'humanité commun hein, dans ce travail des signes. Je ne connais pas de société qui n'ait pas ça. Mais ensuite, l'espèce de construction des grands genres de l'être, si on veut reprendre une métaphore aristotélicienne, tu vois, la politique vue sous cet angle, ou je ne sais pas, l'esthétique vue sous cet angle, ça c'est vraiment particulier à chaque société. C'est un travail qui t'inscrit dans une tradition. Voilà. Mais le cœur fondamental de cette chose-là, c'est quand même de faire des signes un enjeu social. À partir duquel les individus peuvent se définir hein, dans leur identité. Je vous ai coupé, excusez-moi. Non, juste pour un anthropologue sémioticien, le fait de présenter, comme vient de le rappeler Serge, ce système de production de sens, ces grands genres de lettres, sous forme de 4 grands vecteurs, ça c'est quelque chose quand même qui un peu surprend bien, qui est gênant, ben non? Moi, je ne trouve pas ça très gênant si on n'en fait pas une liste close, si on n'en fait pas une liste complète. C'est-à-dire, les grands genres de lettres, bon,
D'abord, ils varient extrêmement, c'est-à-dire bon, l'esthétique, je sais pas moi, voilà, l'esthétique grecque ancienne et d'aujourd'hui, c'est pas la même, bon, donc ça varie. Et puis, on ne peut pas en faire une liste complète. On ne sait pas comment le sens se produit et s'institue, finit par voilà, faire des cadres dans lesquels la ritualisation collective permet des échanges. Ça, je crois que personne ne peut anticiper. C'est le génie de l'histoire humaine, d'ailleurs. Mais là, tu rentres dans le détail d'une culture ou d'une autre, mais là, l'idée, en fait, pour l'anthropologie clinique à partir de l'anthropopsychiatrie, Oui. c'est d'imaginer un lien natif entre, comment dire, ce qui fait culture, ce qui fait qu'on élève les enfants d'une certaine manière, qu'on se comporte entre nous d'une certaine manière, avec certaines croyances, voilà, mais que ça vient s'enraciner dans des dimensions qui sont des dimensions de l'être, pour lequel, une fois qu'on a fait le tour entre il va bien falloir habiter un corps de sensation, oui, il va bien falloir se débrouiller avec le fait qu'on est des animaux techniques, et que le corps est technicisé, notre rapport à l'autre est technicisé, etc., etc. Ouais. Et qu'il va bien falloir se débrouiller avec le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les autres et qu'il y a donc des interdits, des normes, la loi, etc., etc. Et puis qu'in fine, il faut bien quand même qu'entre nous et les autres, il y ait cette narration, cette façon de se considérer comme une personne et qu'on n'a pas un rapport direct à l'autre, mais qui est médiatisé par cette catégorie d'identité, appelons ça comme on veut. Hein. Mais qu'avec ça, on a fait le tour de la question. C'est-à-dire que le truc, c'est si j'enlève une de ces dimensions, j'ai un problème avec l'être, mais on ne voit pas très bien ce qu'on pourrait rajouter, en fait, qui serait utile pour penser l'être. C'est peut-être là qu'il y a un truc, c'est-à-dire, parce qu'effectivement, la différence est que comme on conjoint l'anthropologie sémiotique avec l'anthropopsychiatrie de Scott, oui. Lui, il y a une dimension qui est une dimension qui vient s'enraciner sur le pulsionnel et de dire, au fond, il y a 4 grands vecteurs pulsionnels, etc. Oui. etc. Voilà. Donc, c'est cette idée que, à partir des vecteurs pulsionnels et de ces catégories psychopathologiques zondoscotiennes, oui. Moi, j'étais chercher des grandes catégories de formes symboliques cassirériennes en disant, OK, au fond, ce dont il parle, ce sont de ces grandes dimensions anthropologiques qui sont les sensations, l'esthésis, la technique, l'éthique et l'ethnique au sens de l'identité. Oui. Ouais. Je pense que la question de Nicolas, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'un anthropologue sémioticien comme toi pense de notre découpage à partir de cet arrimage à la psychopathologie scotozondienne? Oui. Alors moi, je présenterai peut-être les choses légèrement différemment, c'est-à-dire que ce que tu appelais une espèce de base pulsionnelle, finalement, tu la naturalises en quelque sorte. Alors que moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ce que l'on sait de la pulsion, finalement, on ne le sait que par l'intermédiaire des formes culturelles. Tu vois ? Oui, mais c'est-à-dire l'idée, c'est précisément de culturaliser, comment dirais-je, ce corps, corps des parlant. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Il me semble que ce à quoi ça me fait penser, c'est au texte de Mauss sur les techniques du corps. Tu vois, si vous avez l'occasion de lire ce texte de Marcel Mauss, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que finalement, voilà, quand on dit technique du corps, il ne veut pas dire que le corps a des techniques, hein, comme on l'a vu là chez le roi Gourand ou chez Cap. Hein, c'est pas ça. C'est plutôt le fait que le propre rapport à notre corps est d'abord socialisé sous une forme technique, c'est-à-dire que dans le texte, il dit voilà, moi je peux vous dire que les femmes de ma génération marchent de telle manière et pas de telle autre. Pourquoi ? Parce que je suis allé aux États-Unis, j'ai vu qu'elles marchaient comme on marche dans les films de Hollywood, puis j'ai vu que ça s'est arrivé en France, ce genre de truc. Donc, ce qui montre toujours, c'est combien ce qu'on aurait tendance à rapporter à la nature est en fait déjà une expression culturelle.
hein, profondément, qui donne évidemment indirectement des remarques sur cette espèce de fond primitif. Mais ce fond primitif, finalement, on n'en dit rien si on ne peut rien en dire si on ne passe pas par des formes culturelles. C'est pour ça que je parlais de la différence entre langue au pluriel et langage au singulier, puisque le français permet cette distinction, et ça me paraît être aller dans le même sens. C'est-à-dire, vous ne savez rien directement du langage, vous ne savez quelque chose du langage que par l'intermédiaire indirect des langues. Voilà. Et c'est un peu ce que tu dis, hein, Serge. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de naturaliser la pulsion, il vaut mieux essayer de la culturaliser pour voir comment elle fonctionne et dans quel... oui, en étudiant vraiment en détail des circonstances sociales assez précises. Oui, Jean-Louis. Voilà. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean, et je pense que, entre autres, les tensions qu'il y a eu entre Zondi et... Oups, on n'entend plus là. Attends. Non, c'est de ma faute, Donc je disais que je suis d'accord, et je pense que Scott aurait été d'accord avec ce que vient de dire Jean, à savoir que son refus de naturaliser les quatre dimensions. Et je pense que ce qui a fait tension ou conflit à un moment donné entre Zondi et Scott portait sur cette question-là. Et quand les vecteurs zondiens, il les remet en circuit, comme j'expliquerai la semaine prochaine, ben, c'était entre autres pour ça, pour éviter de naturaliser. D'ailleurs, Scott n'a jamais été non plus un fétichiste des quatre dimensions. Il a toujours hésité entre triade et tétrade. Enfin, il passe parfois à trois en fonction des rencontres qu'il fait. Voilà, quand il est avec Days, il est plutôt sur trois dimensions. Et puis, il passe à quatre. Mais pour dire que pour lui, ce n'était pas un truc naturaliste ou naturalisé, en tout cas. Et si je peux me permettre, je voulais quand même aussi poser une question sur la question de la voix intérieure. Oui. Et de cette question du dédoublement, parce que c'est un des sujets qui m'intéresse. Est-ce que ce dédoublement, on irait jusqu'à, pour reprendre une formule connue des lacaniens, à dire que l'être humain est à la fois un sujet parlé et un sujet parlant, mais aussi parlé. Et est-ce qu'on imagine qu'il y a une espèce de continuité alors entre cette voix intérieure et l'automatisme mental et l'hallucination auditive? Je ne sais pas. Toutes ces choses-là me semblent assez proches l'une de l'autre. Oui, peut-être. Il faudrait vraiment demander à Victor ça, parce que j'ai peur de dire des bêtises là-dessus. Ce qui me frappe quand même par rapport à ce que vous disiez de parole parlante et parole parlée, c'est que dans parole parlée, il y a effectivement déjà de l'automatisme, hein, mais ce n'est pas exactement ça la voix intérieure. C'est plutôt des bribes de phrases. Donc, dire parole parlante et parole parlée, c'est déjà un peu trop fixer les choses, à mon avis. Enfin, en tout cas, moi, quand je me parle à moi-même, je ne me parle pas dans une situation d'interlocution telle que je pourrais faire une différence entre je et tu. Vous voyez, c'est plus subtil que ça. Enfin, c'est plus subtil, je dirais, c'est plus compliqué, c'est plus obscur que ça. Voilà. Donc, cette parole parlée, le fait que je peux me répéter des choses, que ça m'amuse, par exemple, de me répéter des choses dans ma tête, ou, je sais pas, je peux engueuler des gens dans ma tête, bon, voilà, parce que je suis poli, donc je ne le fais pas, évidemment, à l'oral. Bon, tout ça donne un registre qui, à mon avis, est très, très composite. Et donc, la distinction entre parole parlante et parole parlée me paraît déjà un peu trop fixée. Vous voyez ? Oui, c'est ça. L'idée, c'est plutôt de dire qu'il y a les deux dimensions, que l'être humain est à la fois parlant et parlé, et qu'il y a une partie de cette voix intérieure qui n'est pas sous contrôle, qu'on ne contrôle pas, qu'on qui n'est pas complètement qu'on est plutôt soumis à cette parole intérieure. Voilà, qu'on est plutôt soumis à elle, mais en même temps qu'on la travaille en permanence.
puisqu'on n'arrête pas de se monter des petits scénarios dans la tête. Ah, si j'avais été plus intelligent, j'aurais répondu ça, c'est ce que je vais me dire dans 10 minutes. Bon, voilà. Vous voyez, donc il y a une espèce de théâtralisation aussi dans cette voix intérieure, où je me mets moi-même en situation de représentation, au sens théâtral. Mais ça, il faudra demander à Victor, je pense. Ok. Du coup, ça renforce l'idée qu'il faut inviter Victor à parler de la voix intérieure. Complètement. Il y aura un dialogue intéressant avec les cliniciens. Ouais. Je pense, oui. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que ça avait quand même de multiples fonctions et que ça peut s'étirer dans différentes dimensions. Exactement. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est très dur d'en faire simplement une opposition, puisque c'est plutôt des choses qui sont très lacunaires, qu'on passe son temps à reconstituer, qui nous obsèdent aussi. Donc, tout ça est composé de multiples plans qui se mélangent les uns aux autres. Mais je pense qu'il y a effectivement, on peut penser des connexions avec les hallucinations auditives et l'automatisme qui reste à préciser, mais il y a une base commune, à mon avis, entre ces dimensions, en tout cas telles que Victor en parle, il me semble. Oui. Mais dans son livre, il n'y a pas tellement de choses sur l'hallucination, mais ce serait une bonne question à lui poser. Ouais. Qu'est-ce que ce serait qu'une voix qui finit par s'imposer à toi? Voilà. Après, on pourrait se dire, là, si on tire un peu du côté des neurosciences pendant quelques minutes, il y a cette idée qu'il y aurait une sorte de fonction au niveau du cerveau qui dirait ceci est ma voix, ceci n'est pas ma voix. Il y a une distinction permanente entre ces deux dimensions. Et expérimentalement, il semblerait que si on intervient sur cette zone-là, on pourrait produire ce sentiment que ça parle à l'extérieur, là où ça parle à l'intérieur. Alors pas inversement, mais qu'on pourrait jouer comme ça expérimentalement sur le fait qu'une voix intérieure deviendrait pensée, vécue comme extérieure à soi-même. Oui. Voilà. Ça me fait penser à une citation de, comment s'appelle-t-il, ce grand psychologue américain des années 10-20, où il faisait remarquer que la voix humaine avait une dimension intersubjective tout à fait particulière, parce que quand vous pensez à la vue, vous ne vous voyez pas entièrement. Quelqu'un d'extérieur à vous-même vous voit mieux que vous. En particulier, bon, vous parlez, vous ne voyez pas votre propre visage, évidemment. Et il faisait remarquer, c'est Mead, il faisait remarquer que dans le cas de la voix, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la production de la voix humaine se fait en même temps pour l'auditeur et pour le producteur. Donc, il y a là quelque chose, un fait tout à fait particulier qui est commun aux deux. Et il en tire un certain nombre de remarques sur la voix humaine comme le fondement même d'une intersubjectivité, précisément parce qu'elle se donne en même temps pour tout le monde à la fois. Je trouve que c'est une idée intéressante. Et je pense qu'à partir de là aussi, on peut distinguer entre ma voix, c'est celle que j'entends à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, alors que la voix d'autrui, c'est celle que je n'entends que de l'extérieur. C'est-à-dire que quand je parle, évidemment, je sens mon corps vibrer, l'air, les poumons, la gorge, etc. Et donc là, il y a effectivement quelque chose peut-être à envisager sur la construction de la voix intérieure à partir de là. Mais c'est juste une remarque comme ça qui me vient. Je n'ai pas réfléchi à la question. Je t'enverrai la citation, je chercherai. Ok. Alors, on a dit que ce soir, on finissait un peu plus tôt, parce que notre orateur a des projets pour la suite de sa soirée, lointaine à Oslo. Et donc, on va s'arrêter vers, dans quelques minutes. Donc, on pourrait prendre peut-être une dernière question.
Moi, je veux bien essayer quelque chose. Allez, Antoine. Bonsoir. Merci, Jean, pour cet exposé. Alors, en fait, moi, je voudrais reprendre sur les liens avec la discussion qui avait lieu à partir de la question de Nicolas et puis l'intervention de Jean-Louis sur un des trucs de l'anthropopsychiatrie qui est fondé sur le principe de la pathoanalyse, qui est en fait donc qui reprend cette métaphore du cristal brisé qui, bon, en fait, si la pathologie déconstruirait quelque chose d'un fonctionnement qui n'apparaîtrait pas, Oui. c'est-à-dire, par exemple, si on disait que là vous disiez, bah oui, le langage, on ne peut pas le comprendre comme ça. Alors, est-ce que, par exemple, comme Ben Lepin l'a pu faire, il a essayé de penser le langage à partir de la clinique de l'aphasie, ou en fait, comment finalement la pathologie peut-elle être pensée à la lumière de l'anthropologie sémiotique, puisque est-ce que la pathologie elle-même révèle ou expliciterait quelque chose Oui. Alors, de ce qui peut pas apparaître sinon, quoi. Enfin, je sais pas si. Oui, je comprends très bien votre point de vue. Alors, il se trouve que dans le livre de Cassirer que je citais, qui est un vieux livre, qui date des années 20, il y a toute une partie sur la pathologie, justement. Il se trouve qu'il était le neveu de Goldstein, donc il a eu beaucoup à faire avec la question de la pathologie, et c'est évidemment quelque chose de tout à fait passionnant, ça, c'est-à-dire de voir ce qu'elle nous apprend du point de vue de la construction du langage. Alors là, je serais complètement d'accord avec vous là-dessus. C'est indirect, mais c'est une façon de faire. L'autre façon, c'est évidemment apprendre des langues étrangères, se rendre compte qu'on ne dit pas la même chose de la même manière dans toutes les langues. Bon. Et puis peut-être que de façon un peu plus générale, on arrive effectivement, quand on est confronté à de la pathologie du langage, à tirer des conclusions qui ne dépendent pas simplement d'une langue particulière. Donc qui nous rapprochent un petit peu de l'objet. Ouais. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Ok. Oui, pardon. Merci beaucoup. Non, merci, merci. Tu voulais, bah, je me dis finalement, parce qu'au début de l'exposé, il y avait un peu ces deux solutions. Il y a des invariants de l'humanité, quelles que soient les cultures, et puis quelque chose des... Oui, en passer par la diversité. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc finalement, l'un n'est pas opposé à l'autre. Absolument, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que c'est plutôt des tendances, et il ne faut pas oublier un côté contre l'autre. Enfin bon, la caricature de ça, c'est quand vous voyez les exemples de Chomsky qui sont tous en anglais. Bon, du point de vue des linguistes, ça ne va pas, quoi. Non, mais je suis absolument d'accord avec ça. Une très bonne remarque. Merci beaucoup. Jean, c'est moins 10. Ah, c'est moins 10. Bon, alors écoute. On va te libérer, te remercier pour ton exposé et puis pour la discussion. Je vous en prie. Et puis, peut-être on refera appel à toi de temps en temps avec une question plus précise ou plus pointue. D'accord. Au fur et à mesure du temps. Parfait, ça marche. Merci beaucoup. Donc, pour la prochaine séance, c'est Jean-Louis qui nous fait un signe qui sera là pour nous parler d'anthropopsychiatrie, l'anthropopsychiatrie de Jacques Scott. Et ce sera aussi un moment important pour le travail de ce séminaire d'anthropologie clinique. Merci à vous tous et puis bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir à vous. Au revoir. Au revoir.